À plus de 360 mètres au fond de l'océan Pacifique, une équipe composée de plongeurs en haute mer et d'historiens navals est partie à la recherche du plus grand navire de guerre jamais construit. Il y a 60 ans, dans ces eaux, le cuirassé japonais Yamato est abattu par l'aviation américaine, emportant avec lui ses secrets. Jusqu'à aujourd'hui. Ah! Voilà l'emblème symbole! Le Yamato était-il réellement le navire de guerre le plus élaboré de l'époque? Quelle vérité se cache derrière sa mission fatale? Quelque part, au milieu de cet amas d'acier et de métal, se cachent les clés de l'une des plus vieilles énigmes de la Seconde Guerre mondiale. C'est sur les quais du chantier naval de Kure, dans le sud du Japon, que sont construits certains des porte-conteneurs les plus élaborés au monde. Il y a 60 ans, ce chantier de construction navale a vu naître l'arme de guerre la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale. Conçu dans le plus grand secret, le Yamato est le cuirassé le plus redoutable jamais construit. Les rumeurs de l'époque le décrivent comme étant 2 fois plus grand que ses homologues américains et doté des plus gros canons jamais montés sur un navire de guerre. Conçu pour être insubmersible, personne ne pensait alors que le fleuron de la marine impériale japonaise serait amené à affronter l'ennemi à lui seul. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. En avril 1945, plusieurs villes japonaises sont la cible des attaques quotidiennes des importantes flottes de bombardiers alliés. Ce qui était jadis une grande armée en est réduite à lutter contre l'avancée des Américains vers le Japon. Face à l'approche de l'ennemi et à court d'alternatives, le commandement japonais décide d'utiliser une nouvelle arme redoutable. Des escadrilles de kamikazes sont envoyées contre la flotte américaine. En plusieurs semaines sanglantes, ces pilotes suicidaires donnent naissance à une nouvelle forme de combat. Le commandement japonais effectuera un sacrifice encore plus grand. À la base navale de Kure, l'ordre de procéder à une nouvelle mission suicide, encore jamais réalisée, est donné. Le plus grand cuirassé au monde reçoit l'ordre d'attaquer, sans aucune couverture, l'imposante flotte américaine composée de 1500 navires en route vers le Japon. Le plan d'attaque n'avait pas d'importance. À l'époque, la mort était considérée comme une vertu. Quand je me suis engagé dans la marine, j'étais prêt à mourir à tout moment. J'avais déjà tout préparé au cas où. À l'aube du 7 avril 1945, les 3000 hommes de Yamato quittent les eaux territoriales japonaises pour effectuer la mission la plus désespérée de la Seconde Guerre mondiale. À la lueur du jour, les chasseurs bombardiers de 6 porte-avions américains passent à l'action. L'avancée du Yamato, le dernier grand navire de guerre japonais, a été repérée. Plus de 400 avions décollent pour l'intercepter. Il s'agissait de se rapprocher de la cible le plus possible afin de partir en piqué. Au bout de 900 mètres, nous sommes sortis des nuages et le bateau se trouvait juste devant nous. C'était une cible parfaite.
J'étais sur la passerelle du radar. Ils étaient si près que je voulais leur jeter des cailloux. Je pouvais même voir les pilotes. Nous avons tiré toutes nos munitions d'un coup. J'ai appuyé sur la détente aussi longtemps que j'ai pu et j'ai réussi à atteindre le pont. J'essayais d'éviter les balles qui ricochaient sur le métal. Des camarades tombaient sur le pont, touchés par les éclats. Ça ne s'arrêtait jamais. Provenant de toutes parts, des essaims d'avions américains prennent en chasse le Yamato. À ce moment, tous ceux qui étaient sur le pont inférieur se sont noyés. Ceux qui étaient sur le pont supérieur ont vu l'eau monter. Il n'y avait plus de lumière à l'intérieur du navire. Il faisait noir. Je croyais que tout était terminé. C'était une mer de sang. Certains n'avaient plus de bras, mais respiraient toujours. Nous avons dû les laisser dans une pièce. Ensuite, pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur, nous avons dû refermer les écoutilles. Parfois, la guerre est atroce. Des milliers de matelots sont enfermés dans le pont inférieur, à l'intérieur des compartiments étanches du navire. Pour embellir cet épisode, les livres d'histoire écrivent que certains se sont suicidés avec leurs épées. La réalité n'était pas si glorieuse. Le bateau s'est mis à chavirer. Sur les 3 canons principaux, celui qui était à bâbord était entièrement sous l'eau. Dans la confusion, certains officiers donnent l'ordre d'abandonner le navire. Je ne me souviens pas du moment où j'ai sauté, mais je me rappelle avoir entendu une énorme explosion. J'entends encore le bruit de la détonation. À plus de 15 km de là, un avion torpilleur photographie l'explosion et les derniers moments du cuirassé Yamato. Le plus grand bâtiment japonais, ainsi que la presque totalité des 3000 membres de son équipage, périssent au cours de ce qui est considéré comme une mission suicide. L'ampleur des pertes humaines permet de parler de désastre naval le plus important de l'histoire. Le naufrage de Yamato a donné naissance à une controverse. Sa mission était-elle délibérément suicidaire? Quelle est la cause de son explosion? Comment un cuirassé aussi important a-t-il pu sombrer si rapidement? À 320 km au sud des côtes japonaises, une équipe internationale composée de plongeurs et d'historiens navals tente de dévoiler le mystère qui entoure l'ultime mission du Yamato. L'histoire du cuirassé Yamato fascine les Japonais qui n'étaient pas nés lors du naufrage. Toute personne qui s'intéresse au Yamato ne peut plus s'en défaire. Elle devient passionnée. Paul Narjolet supervise l'opération de plongée. C'est lui qui commande la descente vers l'épave. Le Yamato était un navire secret. L'équipage japonais qui m'accompagne veut élucider certaines questions parce qu'il n'existe pas de plan complet du bateau. Ils ont entendu parler de certaines choses, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils n'ont pas de véritables preuves. L'équipe de plongée dispose de 2 sous-marins extrêmement élaborés. Ces petits sous-marins sont capables de descendre à plus de 900 mètres de profondeur. Leurs bras articulés peuvent ramasser des petits objets sur le fond de l'océan et leur habitacle en forme de bulle de verre permet d'offrir une vue panoramique. Une soixantaine de minutes est nécessaire pour parcourir les 365 mètres qui séparent les plongeurs du fond marin. En plongeant vers l'épave, on pense à ceux qui étaient à bord. On se demande ce qu'il a bien pu se passer
C'est une interrogation très forte, vraiment très forte. À 365 mètres de profondeur, le sonar signale une masse de métal gisant au fond de l'océan. Les deux plongeurs se dirigent vers la cible. Le fond marin est recouvert de nombreux obus de canon. Il s'agit sans aucun doute de l'épave du cuirassé japonais. Il y a 60 ans, ces eaux ont été le théâtre de nombreux naufrages. Les plongeurs veulent s'assurer qu'ils sont bien en face de l'épave du Yamato. Comme tous les grands navires de guerre japonais, le cuirassé Yamato est doté d'un signe distinctif, reconnaissable à des kilomètres. L'emblème impérial, un large chrysanthème qui dépasse de la proue. Nos navires appartenaient à l'empereur. C'est pour cela qu'ils portent l'emblème de la famille impériale. Le chrysanthème n'était placé que sur les plus gros navires, c'est-à-dire les navires de guerre, les porte-avions, les croiseurs. Celui du Yamato faisait 2 mètres de diamètre. C'était le plus grand de tous. Les chercheurs savent qu'en retrouvant le chrysanthème, ils retrouveront le Yamato. Ah! Ça y est! Voilà l'emblème! C'est lui! Oui, c'est lui! Pour s'assurer qu'il s'agit bien du navire qu'ils cherchent, les bras articulés du sous-marin placent à côté du chrysanthème une tige en plastique de 2 mètres de long. L'emblème impérial mesure exactement 2 mètres de diamètre. Le doute n'est plus permis. L'expédition a trouvé le Yamato, le plus grand navire de la marine japonaise. Le cuirassé Yamato était le navire de guerre le plus puissant au monde. Il a été construit à une époque où les navires de guerre symbolisaient la toute-puissance des grandes nations. Son naufrage ôtera au cuirassé leur statut d'arme de guerre indestructible. L'évolution de la guerre navale rendra ces puissants navires obsolètes. Le rôle d'un cuirassé est de délivrer un feu dévastateur sur une grande distance à l'aide de son artillerie lourde. La portée de ces canons est un élément crucial. Lorsqu'ils parviennent à toucher un bâtiment ennemi, tout en demeurant hors de sa portée de tir, il y a de fortes chances que le cuirassé soit alors invulnérable. En 1904, les navires de guerre qui composent la grande flotte blanche des États-Unis pouvaient atteindre à l'aide de leurs intimidants canons de 305 mm une cible située à une distance de 11 km. Un nouvel âge de diplomatie armée était né. La marine japonaise a été la première à comprendre la puissance des navires de guerre modernes. En mai 1905, elle affronte la puissante flotte russe au cours de la bataille de Tsushima. En une seule journée, elle coule 19 bâtiments russes. Les Japonais ont acquis un grand prestige à la suite de la bataille de Tsushima. Le Japon a été la première nation non blanche à être admise dans le cercle des grandes puissances. C'est en grande partie grâce à cette puissance navale qu'il a pu être admis dans ce club exclusif. Une admission pour le moins contraignante. En 1922, les puissances occidentales signent un traité limitant la taille de leur flotte.
En tant que nouveaux membres de cette confrérie, les Japonais sont obligés de se plier à cette limitation. Il y avait beaucoup de ressentiment de la part des Japonais, car les Britanniques et les Américains étaient autorisés à posséder 15 navires de guerre chacun, alors que les Japonais n'en avaient droit qu'à 9. Le Japon n'avait pas l'intention de perdre la course à l'armement. Constatant qu'il était impossible d'avoir autant de navires que les Américains et les Britanniques, les dirigeants se sont dit qu'ils pouvaient construire un gigantesque navire de guerre capable de détruire de nombreux bâtiments ennemis. Ils savaient qu'ils devaient construire ce navire en toute discrétion. Une rumeur selon laquelle les Japonais construisaient des navires d'une taille inhabituelle allait bon train. Une rumeur dont n'a pas tenu compte un porte-parole de la marine américaine qui l'a qualifiée de, je cite, « propagande de rongeurs nippons ». Fin de citation. Un mépris manifeste à l'égard des Japonais. La construction du plus puissant navire de guerre du monde débute en toute discrétion au port de Kure. Pour éviter tout regard indiscret, les marins recouvrent la plus grande cale sèche du Japon d'un filet de pêche d'1,5 km. À Kure, personne n'a accès à l'ensemble des plans. Sakutaro Nishihata est l'un des concepteurs du mystérieux vaisseau. Tous les jours, quand nous avions fini de dessiner, nous devions remettre nos plans à nos supérieurs qui les enfermaient dans un coffre-fort. On peut voir ici sur le plan le tampon top secret. Je participais à la construction du plus grand navire du monde et je ne l'ai su qu'après la guerre. Les informations concernant la conception du Yamato sont peu nombreuses. Seuls quelques dessins et une poignée de photographies ont survécu. Ce que l'on sait, c'est que l'échelle du Yamato était époustouflante, 2 fois la taille de n'importe quel autre navire de guerre allié. Chacune de ces tourelles pesait plus qu'un destroyer américain. Ces canons principaux étaient conçus pour avoir une portée, encore jamais égalée à l'époque, de 40 km. À une telle distance, la cible n'est même pas visible. Des avions de reconnaissance étaient nécessaires pour diriger le tir du ciel. Le navire était conçu pour être l'arme de guerre la plus élaborée de l'époque. Le Yamato a discrètement été mis en service en décembre 1941. Afin que sa conception échappe aux regards indiscrets, aucune cérémonie d'inauguration n'était célébrée dans le port de Kure. Grâce au déchiffrage des communications japonaises, les analystes des services secrets américains ont appris que le nouveau bâtiment de leur flotte combinée s'appelait Yamato. Savoir cela était intéressant, bien sûr, mais ça ne disait rien sur les capacités du navire. Au Japon, le nom des navires de guerre a une signification particulière, presque religieuse. Yamato est un synonyme poétique du mot Japon. On ne pouvait monter à bord du Yamato que si l'on était à un haut gradé. C'était un grand honneur que d'être autorisé à le faire. La première fois que je l'ai vu, j'étais impressionné par sa grandeur. Pendant 2 jours, je ne savais même pas comment regagner mes quartiers. Nous étions tous comme ça. Tous les marins à bord croyaient qu'il ne coulerait jamais. Il était blindé du meilleur métal. C'était un bateau très solide. Pour nous, le naufrage du Yamato était aussi peu probable que de voir le Japon englouti par les eaux. En dépit des certitudes de son équipage, le Yamato n'était pas insubmersible. Au fur et à mesure qu'ils découvrent le navire, les plongeurs constatent qu'ils sont face à l'épave la plus grande de tous les temps. Pendant sa conception,
La taille du cuirassé est un véritable secret d'État. Si les Américains avaient appris que les Japonais construisaient un vaisseau aussi grand, cela en aurait diminué sa force. Et ça, il n'en était pas question. Voilà pourquoi même les officiers n'étaient pas au courant de la taille du navire. La discrétion japonaise a été on ne peut plus efficace. Les services de renseignement de la marine américaine croyaient que le Yamato était de la taille de leur nouveau navire de guerre. En réalité, le Yamato est 2 fois plus grand que ce que pensent les Américains. Le cuirassé avait cette taille parce qu'il avait été conçu en fonction de ses canons, les canons les plus gros jamais montés sur un navire de guerre. En découvrant l'emplacement vide d'une tourelle, il est facile d'imaginer la puissance de feu du Yamato. Juste avant de faire donner les canons, le clairon retentissait. Il fallait alors se mettre à couvert et faire comme ceci. Vous pouviez être projeté à 2 ou 3 mètres si vous restiez debout. En projetant des obus de 460 mm à des vitesses supersoniques, les canons du Yamato étaient capables de trouer un blindage de 60 cm. Afin de supporter le poids et le recul d'une artillerie aussi puissante, le Yamato devait être d'une très grande largeur. Une largeur que ne pouvaient se permettre les navires de guerre américains, limités par les écluses du canal de Panama, en passant de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Les concepteurs américains se sont toujours heurtés au problème consistant à faire passer leurs navires à travers les écluses du canal de Panama d'un peu plus de 33 mètres de large. Le plus grand navire américain mesurait un peu plus de 32 mètres. C'était déjà très serré. Le Yamato n'a pas besoin de franchir le canal de Panama. Il est conçu pour dominer le Pacifique. Sa grande largeur lui permet d'être équipé d'un blindage le plus épais jamais construit. Il était très large, mais à cause de la résistance importante provenant des vagues, il n'était pas hydrodynamique. Pendant des décennies, les architectes navals se sont acharnés à diminuer la résistance en menant des expériences sur les proues de leurs différents navires. La largeur du Yamato rendait un tel profilage impératif. Nous avons fabriqué une 50aine de maquettes de formes différentes avec lesquelles nous avons fait des expériences. Le résultat de ces tests nous a permis d'élaborer le concept de bulbe d'étrave. Certains navires de guerre américains étaient déjà dotés de bulbes d'étrave, mais leur forme était assez classique. Celui du Yamato, en revanche, était énorme et dépassait de 3 mètres. En avançant, un navire crée une vague permanente. Le bulbe d'étrave du Yamato produit, lui, une petite vague de quelques centimètres qui annule les vagues créées par le bateau lui-même. Avec un mouvement de vague réduit, la résistance du bateau s'en trouve diminuée. Le bulbe d'étrave réduisait la résistance des vagues de 7 à 8% et augmentait la vitesse du bateau qui atteignait l'incroyable vitesse de 28 nœuds. Les plongeurs ont repéré la partie avant du Yamato en position verticale dans le fond de l'océan. La forme unique de la proue est parfaitement visible. Les historiens navals vont enfin pouvoir analyser la forme exacte du bulbe d'étrave et connaître ses secrets. La vulnérabilité des cuirassés identiques au Yamato a déjà été révélée lors de l'attaque de la flotte américaine par la marine japonaise à Pearl Harbor. Le matin du 7 décembre 1941, des centaines d'avions décollent d'un porte-avions japonais et attaquent 8 cuirassés américains à quai.
3 jours après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais lancent une nouvelle attaque aérienne au large de la Malaisie. Les avions japonais terrassent facilement en pleine mer le nouveau cuirassé britannique, le Prince de Galles, pourtant lourdement armé. Cette attaque a fortement ébranlé les architectes navals parce que le Prince de Galles était un nouveau bâtiment prêt à servir. Pourtant, les Japonais sont parvenus à le couler très rapidement. En moins de 3 semaines, après leur attaque de Pearl Harbor, l'aviation japonaise a déjà détruit et endommagé tous les cuirassés alliés stationnés dans l'océan Pacifique. Le Japon a démontré aux marines mondiales la supériorité de sa force aérienne sur les cuirassés ennemis. Malgré ce grand succès, les Japonais éprouvent toujours une confiance aveugle dans l'invulnérabilité du Yamato. À l'époque, je tenais absolument à m'engager pour me battre contre un cuirassé américain dans le Pacifique. Je priais pour que ça arrive. Mais les batailles navales opposant des cuirassés sont rares. La bataille de Midway constitue le tournant de la guerre du Pacifique et se résume à un affrontement entre porte-avions. En juin 1942, la marine américaine tend un piège aux Japonais et envoie des centaines d'avions à l'attaque de leur flotte. En quelques heures, le Japon perd 4 de ses porte-avions et plus de 330 avions. Une défaite dont la marine impériale ne se remettra jamais. Au cours de la bataille, le Yamato fait office de poste de commandement. Il demeure à 480 km des côtes japonaises, au-delà de la portée de l'aviation américaine. À l'issue de la bataille de Midway, le Yamato perd sa couverture aérienne que lui garantissaient les 4 porte-avions japonais. Il est contraint de battre en retraite afin de protéger les bases nippones. L'équipage patiente et se prépare à affronter l'ennemi lors d'une grande bataille qui ne viendra jamais. Les Japonais n'ont jamais engagé le Yamato dans la bataille. Ils ne voulaient pas risquer de perdre cet irremplaçable trésor. De la fin du mois d'août 1942 à mai 1943, le Yamato n'a été en mer qu'une seule journée. Toujours à quai, les matelots surnomment le cuirassé, non sans humour, Hôtel Yamato. C'était agréable. Les repas n'étaient pas composés d'orge, mais de riz. Et le saké était à volonté. Le cuirassé est devenu un joyau dont l'utilité reste à prouver. Pendant que le Yamato stationne au port de Kure, la marine japonaise se bat et perd la guerre. Au prix de nombreuses pertes humaines, les forces américaines reprennent les territoires du Pacifique, île par île. Ils envahissent Tinian, Saipan et Iwo Jima. Progressivement, ils se rapprochent de l'archipel du Japon. En avril 1945, les Américains sont sur le point d'envahir Okinawa, situé à 480 km du Japon à peine. À court de tout, sauf de vie humaine, les Japonais décident d'utiliser leurs bottes secrètes. Ils appellent cela des kamikazes. Ces pilotes suicidaires constituent désormais l'arme principale utilisée par l'ennemi. Il s'agit de harakiri effectués en plein ciel pour tenter désespérément de détruire notre flotte. Le pilote Ed Sieber a découvert les kamikazes en essayant de se poser sur le USS Bennington. Il se dirigeait droit en direction de la voûte du porte-avions. J'étais à l'étape de base de mon approche. Les canons de la batterie antiaérienne se sont mis à tirer et ont touché le kamikaze. Une partie de l'avion a atterri sur le pont du bateau. Cela nous a terrifiés.
C'était horrible, parce que nous n'étions pas préparés à ça psychologiquement. L'aviation américaine menaçait les îles japonaises et cela a suscité un grand sentiment patriotique. Il s'agissait de protéger de l'ennemi sa famille, son père, sa mère, sa petite sœur et ses enfants. La plupart des pilotes volontaires pour être kamikazes sont des étudiants. Trop précieux aux yeux du commandement militaire, seuls les étudiants en sciences sont préservés de ce sacrifice. Les journaux ont soutenu les kamikazes de manière très spectaculaire. Progressivement, leur esprit de sacrifice a été de plus en plus admiré. À 640 km d'Okinawa, le Yamato stationne toujours au port encore relativement sûr de Kure. Les jeunes officiers à bord savent qu'à une journée de navigation à peine, les pilotes kamikazes mènent une bataille décisive. Les haut-parleurs annonçaient que le 3e kamikaze venait d'attaquer. On entendait les radios des pilotes qui effectuaient leur piqué final. Moi, je priais, sachant qu'ils allaient mourir à cet instant. Au printemps 1945, les kamikazes se sont écrasés sur 300 navires, tuant des milliers de marins américains. Le sacrifice de nombreux pilotes nippons n'endiguera pas l'avancée américaine. Toutefois, pour les Japonais, ces morts perpétuent la tradition du sacrifice pour l'honneur. À eux seuls, ces hommes constituent l'ultime et invisible botte secrète japonaise. Pendant que les kamikazes luttent contre l'avancée des Américains en direction d'Okinawa, une autre bataille fait rage au quartier général de la marine japonaise. Un raid aérien sur Tokyo a laissé 1 million de personnes sans abri. La mort est omniprésente. Dans un tel contexte, pourquoi la marine n'a-t-elle pas engagé son plus grand bateau dans la bataille, même si celle-ci était perdue d'avance? Je savais qu'Okinawa était le dernier endroit où nous pouvions aller. Nous avions deviné qu'il n'y avait pas suffisamment de carburant pour retourner à Kure. Les mêmes commandants qui ont organisé les jeunes kamikazes donnent des ordres secrets pour un plan d'attaque encore plus désespéré. Presque totalement dépourvu de toute couverture aérienne, le Yamato doit partir à l'attaque des centaines de navires de guerre ennemis en route vers les plages d'Okinawa. Si son artillerie lourde ne parvient pas à couler l'ennemi, le cuirassé a pour mission de provoquer de nombreux dégâts. L'équipage a pour ordre d'affronter les Américains jusqu'à la mort, avec ses armes de poing, ses pistolets lance-fusées et ses mains nues. Les amiraux savaient parfaitement que si le Yamato était envoyé à Okinawa, il serait facilement détruit par l'aviation. Cela voulait dire que les 3000 hommes à bord du cuirassé allaient connaître une mort certaine. En revanche, en perdant Okinawa, le Japon ne pouvait pas gagner la guerre. Certains disaient qu'on ne pouvait pas oublier les escadrons de kamikazes. Après tant de pilotes morts, comment pouvait-on laisser notre plus grand navire inactif? Au nom de l'honneur, la marine a pris la décision de sacrifier le Yamato. L'officier de service cette nuit-là nous a dit qu'il ne savait pas si nous reviendrions et que nous n'étions pas autorisés à parler du plan d'attaque à quiconque. On nous a demandé de régler nos affaires, de payer nos dettes et de prendre soin de nos affaires avant de prendre le départ. Mon fils venait de naître le 21 mars. Je n'avais pu le voir qu'une seule nuit. En partant, je me disais que je ne reviendrais jamais. Après avoir embrassé ma femme, je suis parti, en faisant en sorte qu'elle ne me voie pas. J'ai fait le tour de notre maison une dernière fois, comme pour lui dire adieu, avant de regagner le navire. En fin d'après-midi, l'équipage de Yamato est réuni sur le pont.
Le soleil ne s'était pas encore couché. Tout l'équipage a été rassemblé pour connaître les ordres du palais impérial. Nous avons fait nos adieux et avons serré les mains de nos frères d'armes. Ensuite, nous avons chanté l'hymne militaire, celui que nous chantions toujours. Si tu as peur, si tu es encerclé par l'ennemi, l'esprit du Yamato te portera. Si tu as peur, si tu es encerclé par l'ennemi, l'esprit du Yamato te portera. La nuit de la sortie du Yamato, la mer de Chine est troublée par des orages. Les lignes de nuages bas vont perturber la localisation du navire par l'aviation ennemie. Le cuirassé et sa force opérationnelle réduite mettent le cap vers le sud en serrant la côte. Plus loin, à des kilomètres au large de l'océan, un écran de destroyer protège le Yamato des sous-marins ennemis. En revanche, rien ne le protège d'une attaque aérienne. Sur le pont inférieur, pour son ultime nuit, l'équipage est autorisé à se détendre. Le premier lieutenant nous a donné l'ordre d'ouvrir le garde-manger où se trouvaient les provisions et le saké. Nous étions ivres. Les officiers ne l'étaient pas, mais nous l'étions au point de tituber. On nous a donné du saké et de la bière. Nous avons formé des cercles et nous avons bu ensemble. On nous avait donné l'ordre de boire, mais je n'y arrivais pas. Quelques heures avant l'aube, le Yamato maintient le cap en direction des 1500 navires de la flotte américaine. Pour l'honneur du Japon, malgré la défaite, nous étions prêts à donner tout ce que nous avions et nous battre jusqu'au bout. C'était cela l'esprit du Yamato. Le lendemain matin, les premiers avions ennemis repèrent le Yamato à 320 km du navire de guerre américain le plus proche. Les puissants canons de 460 mm de cuirassé tentent de viser leurs assaillants à plus de 16 km de là. Hélas, les nuages bas empêchent toute précision. Lorsque le premier chasseur bombardier se trouve à portée du Yamato, la centaine de canons de sa batterie anti-aérienne donne le feu. Mais presque tous les appareils parviendront à se mettre en position d'attaque à plus de 6000 mètres au-dessus du navire. La première bombe de 220 kg atterrit sur le pont et provoque un terrible incendie. Les bombardiers larguaient leurs bombes de très haut afin de transpercer le blindage du pont. Les chasseurs mitraillaient le cuirassé pour réduire le feu anti-aérien des Japonais. En réalité, ce sont les torpilles qui ont anéanti le cuirassé. Les torpilles larguées par les avions torpilleurs avaient pour rôle de frapper le Yamato sous le niveau de la mer, près de la proue et de la poupe, là où le blindage est le plus faible. Les pilotes des avions torpilleurs disaient « Pour trouver le pont, envoyez les chasseurs bombardiers. Pour le couler, appelez-nous. » Les pilotes avaient pour ordre de ne le torpiller que d'un flanc, afin qu'il subisse des voies d'eau et chavire. Après avoir été torpillés à 12 reprises, les milliers de compartiments étanches du Yamato ne peuvent rien faire. Le pont inférieur sombre rapidement. Le cuirassé est perdu. Deux avions photographient la destruction pendant que le reste des 400 avions américains fait demi-tour pour rejoindre leur porte-avions. Comment un bâtiment aussi imposant et doté de nombreux compartiments étanches a-t-il pu sombrer en moins d'une heure? Qu'a bien pu provoquer les gigantesques explosions visibles sur les photos prises à la fin de la bataille?
En observant l'épave, les chercheurs s'efforcent de reconstruire les derniers moments du Yamato. Au fond de l'océan, la coque du navire repose en 2 énormes morceaux. Les tourelles de 3000 tonnes gisent à l'envers dans la vase. Le métal déchiqueté illustre la mort violente et soudaine du cuirassé. Manifestement, celle-ci n'a pu intervenir que suite à de très violentes explosions. Des explosions bien plus destructrices que l'impact des torpilles. Il existe une photo qui montre l'explosion du Yamato, mais nous ne savons pas comment il a coulé. Ce n'est qu'après avoir revu la vidéo sous-marine que nous avons pu déterminer exactement la cause du naufrage. Et ça, c'est une découverte très importante. Après avoir été torpillé et subi des explosions au niveau du port inférieur, le cuirassé se met à gîter et devient instable. En chavirant, les tourelles se détachent de leur logement par leur propre poids et plongent dans l'océan. Dans le compartiment à munitions, des tonnes de munitions entrent en collision, provoquant au moins 3 puissantes détonations supplémentaires. Probablement les explosions les plus importantes jamais produites en pleine mer. Le navire finira en 2 morceaux, à plus de 360 mètres de profondeur. Pour la marine américaine, la destruction du navire de guerre le plus puissant au monde n'est que le résultat d'une stratégie méthodique, une simple bataille dans la guerre du Pacifique. La nouvelle du naufrage du Yamato a été accueillie avec satisfaction au quartier général du commandant en chef de la flotte du Pacifique. Mais rien de plus. Le Yamato était le seul navire pouvant nous poser des problèmes. Il était à présent au fond de l'eau. Pour les Japonais, le naufrage marque la fin de la marine impériale. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les images du Yamato au fond de l'océan. Quand un navire comme celui-ci coule, il devient un cimetière sacré. À présent, quand je pense au Yamato, je pense à un cimetière. Un cadre de photo, un clairon et un bol en porcelaine. C'est ce qui reste du dernier jour du Yamato. Ces objets sont récupérés et préservés, afin que ceux qui n'ont pas connu le cuirassé se souviennent. Les quelques marins qui en ont réchappé, eux, ont leurs propres souvenirs. Chaque pale d'hélice faisait 5 mètres de long. Une seule d'entre elles créait un énorme tourbillon. J'ai été pris dans l'eau tourbillonnante et je ne pouvais rien faire. Je n'en pouvais plus de nager. Je voulais abandonner et retirer mon gilet de sauvetage. J'ai réussi à sortir du bateau et à m'éloigner. Je voyais de la lumière devant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le ciel bleu. Tout en luttant pour ne pas m'étouffer, j'ai eu une vision de mon fils. Cela m'a donné la force de continuer à nager jusqu'à la surface. Je lui ai souvent dit que s'il n'avait pas été là, je ne le serais pas non plus. S'attendant à sacrifier leur vie, les 260 survivants ont la surprise d'être repêchés par un destroyer japonais. Après avoir été sauvé, j'ai ressenti un grand désir de vivre. Je ne voulais plus survivre. Pour la première fois, la guerre me faisait peur. Pendant des semaines, la marine japonaise refusera de reconnaître le naufrage de Yamato et de ses 3000 hommes. Les survivants sont conduits dans les locaux d'un port dévasté par les bombardements où ils sont cachés. Un mois après le naufrage, ils seront enfin autorisés à retourner dans leur famille. Ma femme croyait que j'étais mort. J'étais blessé et je boitais. Mais j'ai tout de même pu aller jusque chez moi. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie.
Un instant, j'ai ressenti de la honte de m'en être sorti, mais cela n'a pas duré bien longtemps. De tous les désastres navals de l'histoire, le naufrage de Yamato est celui qui a entraîné le plus de pertes humaines. Ce gigantesque cuirassé était plus conçu comme un symbole de prestige national que comme une véritable arme de guerre. Avant que le Yamato ne parte pour sa mission suicide, ses amiraux n'ont pas manqué d'évoquer l'honneur et la gloire immortelle du Japon. Mais aucun d'eux n'a eu de mots pour les milliers de marins qui allaient sacrifier leur vie. Jamais nous ne saurons quelles étaient leurs pensées avant de mourir. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le porte-avions a remplacé le navire de guerre en guise de symbole de puissance nationale. Plus de 60 ans après le naufrage de Yamato, aucune nation au monde n'a choisi de construire un autre cuirassé.